Dans cette septième séquence consacrée à la présentation de l'étude de cas proposée en 1966 par Kurotori, nous allons nous intéresser à l'analyse mathématique de la variation des résultats expérimentaux. Cette analyse mathématique va nous conduire à estimer les coefficients du ou des modèles et à estimer les résidus, c'est-à-dire les écarts entre le modèle et les expériences réalisées, avec un rappel historique qui va revenir sur le pragmatisme de la méthode proposée par Henri Scheffé en 1963, à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs, ou du moins accessibles facilement, et puis à la mise en œuvre de la méthode des moindres carrés au XXIe siècle. Alors rappelons tout d'abord ce qu'on attend de l'analyse mathématique. Pour moi, l'analyse mathématique se contente, si l'on peut dire, de fournir deux éléments d'information, à savoir les coefficients, qui sont les estimations des paramètres du modèle, et les résidus. Combien y a-t-il de coefficients? Il y en a P. Petit p, c'est le nombre de paramètres des formes canoniques. On a vu ici modèle de degré 1, de degré 2, modèle synergique. Et comme nous avons fait plus d'expériences, je vous rappelle que nous avons fait 10 essais pour estimer au maximum 7 coefficients, eh bien il va falloir estimer les n écarts, donc les 10 écarts entre les valeurs expérimentales que nous venons de décrire dans la séquence précédente et les valeurs restituées par chacun de ces modèles. C'est l'objet de l'analyse mathématique. On remarque que le nombre d'inconnus à cette étape-là est plus grand que le nombre d'équations dont on dispose. Le nombre d'inconnus ici, c'est 10 pour les écarts et 7 pour les coefficients, donc 17 inconnus, et nous ne disposons que de 10 valeurs expérimentales, et classiquement, eh bien, c'est la méthode d'ajustement au sens des moindres carrés, et donc c'est la minimisation de la somme des carrés et des écarts qui fournit les équations manquantes. Ceci a été largement décrit à partir d'un mélange binaire de sable et de gravier dans la présentation des aspects mathématiques. La méthode des moindres carrés va faire appel à une expression matricielle pour estimer les coefficients que vous voyez en bas de l'écran et que l'on va redécrire. Mais avant ça, on va revenir en 1963, à une époque où il n'était pas forcément donné à tout le monde de mettre en œuvre, comme aujourd'hui, cette équation matricielle. Et donc nous allons revenir sur le pragmatisme proposé par Henri Scheffé à partir de maillages de type simplex centroïde. Lorsque vous choisissez un simplex centroïde pour explorer le domaine expérimental, vous réalisez dans un simplex de hauteur unitaire les mélanges alicotes que vous voyez apparaître à l'écran, présence de 3 constituants, ce sont les sommets, les milieux d'arête et le centre du domaine, donc vous avez 7 informations. Et ces 7 informations vont vous permettre d'estimer de façon très simple les coefficients d'un modèle qui présente 7 paramètres. Vous le voyez à droite de l'écran, il s'agit d'un modèle synergique de degré Q qui s'écrit sous la forme de 3 grandes sommes, bêta 1 Z1 plus bêta 2 Z2 plus bêta 3 Z3, c'est quelque part la loi des mélanges, cette équation traduirait un plan, 3 coefficients, ensuite des termes de degré 2, bêta ij, zi, zj, il y en a 3 estimés, plus un terme de degré 3, bêta 1, 2, 3, z1, z2, z3. Mais puisqu'on a autant de coefficients que d'équations, on doit pouvoir résoudre ce système. Alors ça peut paraître inquiétant, mais vous allez voir que la nature des proportions des pseudo-constituants va faciliter le calcul. Pourquoi? Parce que vous constatez dans la matrice d'expérience bien qu'il y a beaucoup de proportions qui sont nulles. Et le nul, l'élément 0 étant l'élément nul de la multiplication, vous allez voir que le système que l'on va écrire se simplifie énormément, que vous soyez comme ici en présence de 3 constituants, mais des formules ont été généralisées pour 4, 5 ou un nombre plus important de constituants. Alors avant ça, il faut adopter, n'oublions pas qu'on va faire les calculs entre guillemets à la main, il faut adopter une notation pour les réponses, et les réponses qui ont été mesurées pour les sommets du domaine, on va les noter
y indice i, avec un seul indice, puisque sur les sommets du domaine, il n'y a qu'un seul pseudo-constituant. Donc vous avez vu apparaître la notation y1, y2 et y3 pour caractériser, dans l'espace mathématique, la valeur de la réponse pour chacun des sommets du domaine. Ensuite, comment va-t-on caractériser génériquement la valeur des réponses pour les mélanges alicotes mettant en jeu ou en œuvre deux constituants? On va les noter y indice ij avec i différent de j. Y indice 1, 2, c'est la valeur de la réponse pour un mélange où il y a les constituants 1 et 2 à hauteur de 50% chacun. De la même façon, vous voyez apparaître à l'écran la notation y1, 3 et y2, 3. Et le mélange alicote qui représente le centre du domaine, c'est un mélange où vous avez un tiers de chacun des pseudo-constituants. Donc on va noter la valeur de la réponse de façon générique sous la forme y indice 1, 2, 3. Alors, maintenant que nous avons adopté une notation pour la réponse, eh bien, on va expliciter le modèle pour chacun des mélanges. À gauche du signe égal, la notation de la réponse, yi, yij ou yijk. Et à droite de la réponse, on va remplacer les lettres bêta par des lettres b. Il s'agit d'estimation, et on va remplacer les valeurs de Z1, Z2, Z3 par les valeurs que vous lisez dans la matrice d'expérience pour chacune des lignes, et vous apercevez que chaque fois qu'il y a des zéros qui apparaissent, les termes situés à droite dans l'expression du modèle vont rapidement devenir nuls par simple effet d'un produit par une valeur nulle. Donc voilà comment on écrit le système d'équations. Alors ici j'ai conservé tous les termes. À gauche du signe égal, vous voyez apparaître les notations, yi sur les trois premières lignes, yij pour les trois lignes suivantes, y1, 2, 3 pour la dernière ligne, et à droite, vous voyez que les valeurs de bêta ont été remplacées par la lettre b, c'est classique en mathématiques, et les valeurs de z1, z2, z3 ont été remplacées par les valeurs des proportions des pseudo-constituants issus de la matrice d'expérience. Alors on voit qu'il y a beaucoup de zéros, donc on va tout de suite remplacer ce système par sa simplification, et là on voit que ça devient rapidement simple, puisque déjà l'analyse des trois premières lignes vous permet de dire que B1 est égal à Y1, il n'y a pas de calcul à faire, B2 est égal à Y2, et B3 est égal à Y3. Et si on regarde ce qui se passe sur les trois lignes suivantes, on voit que si on connaît B1, B2 et B3, c'est ce qu'on vient de dire, eh bien les trois lignes suivantes n'ont plus chacune qu'une seule inconnue, B12, B13 et B23, ce qui fait que le système va être très facile à résoudre. Regardons, on vient de le dire pour les trois premières lignes, BI est égal à YI. Pour les lignes suivantes, un quart de B12 est égal à Y12 moins 1 demi de B1 plus B2. Si vous multipliez par 4 de part et d'autre du signe égal, si vous reproduisez la même démarche pour les trois équations, vous estimez tout de suite B indice IJ. B indice IJ, c'est 4 fois YIJ moins 2 fois YI plus YJ. Donc vous voyez que même sans machine à calculer, vous pouvez estimer sur un coin de table la valeur des coefficients associés au terme rectangle, terme de degré 2. On voit que pour estimer, du coup, le dernier coefficient, B1 de 3, Y1 de 3, on sait ce que c'est la réponse mesurée au centre. Ensuite, vous voyez dans l'équation du bas, moins un tiers que multiplie B1 plus B2 plus B3. On sait que B1 c'est Y1, B2 c'est Y2, B3 c'est Y3. Et ensuite, il faut soustraire 1/9 de la somme B12 plus B13 plus B23. Donc on fait la somme des coefficients qu'on vient de calculer. Vous avez l'expression qui apparaît à l'écran. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer et réorganiser tout de suite pour obtenir la forme analytique des coefficients dans l'espace des pseudo-constituants lorsque vous utilisez un simplex centroïde et que vous souhaitez estimer un modèle synergique de degré 3. Donc en 1963, quand Scheffé a proposé sa publication, en 1966, quand Kurotori a exploité ce type de maillage et ce type de modèle pour la recherche d'une formulation de propergol, issu de sa publication, voilà l'origine des trois équations, enfin de l'estimation des coefficients
coefficients. Alors les coefficients dans la publication sont appelés A chapeau I, A chapeau IJ et A chapeau 1, 2, 3. La notation des réponses est un petit peu différente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, vous retrouvez les mêmes formes. Donc, même sans machine à calculer, on pouvait connaître les coefficients du modèle. Donc les voilà reportés dans un tableau avec un calcul à partir du tableur Excel, les voilà reportés issus de la publication, et on va revenir, pour donner un sens à ces coefficients, à ce qui se passe sur l'arête Z1, Z2. Sur l'arête Z1, Z2, vous avez la réponse Y1 qui vaut 2350, la réponse Y2 qui vaut 2450, et vous avez la réponse Y12 qui vaut 2400. Si vous voulez calculer le coefficient B12, ben, c'est pas très compliqué. Il suffit ici de s'apercevoir que la valeur 2400, c'est la moyenne entre 2350 et 2450. Donc, quand vous allez soustraire la valeur de la moyenne à la valeur 2400, eh bien, vous obtenez bien un coefficient qui est égal à 0. Ça veut dire que le long de cette arête, il n'y a pas de courbure. Le terme B12, qui est un terme rectangle, fait partie des termes qui permettent d'expliciter des courbures et donc de traduire des synergies ou des antagonismes lorsqu'on fait des mélanges. Une synergie, c'est une augmentation de la réponse par rapport à la loi des mélanges, et un antagonisme, c'est une diminution de la réponse plus forte que ce que vous observez à partir de la loi des mélanges. Donc vous voyez, on pouvait donner un sens à ces coefficients, même si l'on ne dessinait pas par la suite les choses. Et aujourd'hui, les moyens de calcul sont très accessibles, les moyens graphiques sont aussi accessibles, et donc on va préférer dessiner ces coefficients au travers de courbes isoréponses, de la trace de la surface de réponse, plutôt que de les interpréter, surtout quand on n'a pas les bons outils. Abstenez-vous d'interpréter directement les coefficients dans les modèles de mélange. Alors, voilà ce que l'on fait. Dès lors qu'on a les coefficients, ben, on peut s'apercevoir, lorsqu'on reprend les données de l'auteur, que pour les 7 premiers mélanges du tableau, on a rigoureusement la même valeur, Y chapeau dans la dernière colonne, calculée par le modèle, que les réponses observées. Ben c'est normal, cette équation, cette inconnue, le modèle passe exactement par les points expérimentaux. Et puis je vous avais dit, le pragmatisme des réseaux de Sheffer, c'est aussi d'introduire des points de validation, et c'est ce que vous voyez sur les trois dernières lignes du tableau. Il s'agit des mélanges situés à mi-distance entre les sommets et le centre, et vous allez pouvoir confronter les valeurs expérimentales, par exemple pour les C8, 2690, à la valeur restituée par l'équation pour ce point qui est de 2686. Et on va se demander si un écart de 4 sur cette échelle est important, et y a-t-il un manque d'ajustement ou non. Même titre pour les C9, vous avez observé 2770, ben, l'équation que vous voyez à l'écran vous renvoie pour ce mélange 2786. À nous de juger de l'importance de cet écart, et pour le dernier essai, les C10, c'est peut-être là où on a l'écart un peu important, 2980 pour 2969. Alors on va chercher à répondre à ce problème de manque d'adéquation. Manque d'adéquation, c'est le modèle ne passe pas tout à fait par rapport à ces points expérimentaux. Mais on va essayer d'y répondre avec une approche globale, en n'obligeant pas le modèle à passer par les 7 premiers points expérimentaux, mais on va faire en sorte qu'il passe le mieux possible par tous les points. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la méthode des moindres carrés que l'on utilise couramment, soit avec un tableur, soit avec un logiciel dédié. Alors pour mettre en œuvre la méthode des moindres carrés, ça a fait l'objet d'un cours, aspect mathématique, puis après aspect statistique. Ça a fait l'objet de feuilles de calcul Excel qui ont été filmées et commentées. Tout commence par la matrice d'expérience. La matrice d'expérience, elle contient ici 10 lignes, 3 colonnes. Et on va en faire une extension de cette matrice d'expérience pour fabriquer la matrice du modèle X.
Cette matrice du modèle, elle va contenir autant de colonnes qu'il y a de paramètres dans le modèle. Si ici nous travaillons avec un modèle synergique de degré 3, 7 colonnes, 10 lignes. Ensuite, pour trouver les coefficients, dont on rappelle sans démonstration l'expression matricielle, eh bien on voit qu'il faut transposer cette matrice, il faut ensuite calculer le produit de transposé de x par x, c'est ce qu'on appelle la matrice d'information. Il faut inverser cette matrice. L'organisation des expériences dans le domaine facilite l'inversion de cette matrice, et ensuite, bien, en reportant la réponse, ici le module d'élasticité, on calcule le produit de transposé de x par y, puis enfin le vecteur des coefficients. Et lorsque on calcule le vecteur des coefficients avec la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire j'ai intégré ici les 10 essais qui ont été réalisés, bien voilà l'expression des coefficients. Est-elle très éloignée de la méthode directe qui se contentait de calcul sur un coin de table, comme nous l'avons décrit, bien vous voyez que les coefficients sont très très proches, ce qui veut dire finalement que l'adéquation n'était sans doute pas très mauvaise. Mais aujourd'hui, on va plutôt introduire des aspects statistiques complémentaires pour porter un jugement. Par exemple, est-ce que la valeur 6,26, elle peut être assimilée à 0 ou non? Est-ce que ce modèle est descriptif? Est-il prédictif? Ce sera l'objet de la séquence consacrée à l'analyse statistique. Alors n'oublions pas que l'analyse mathématique a deux objectifs: fournir, ou estimer si vous préférez, les coefficients du modèle, d'une part, et d'autre part, les écarts qui traduisent le manque d'ajustement du modèle. Les écarts, lorsqu'on utilise la méthode des moindres carrés, c'est ce qu'on appelle les résidus. Comment va-t-on les calculer? On va d'abord calculer les réponses prévues par le modèle pour les 7 expériences qui ont été faites. C'est le vecteur Y chapeau que vous venez de voir apparaître à l'écran. Et ensuite, par soustraction des valeurs, ligne à ligne, vous obtenez le vecteur des résidus. Donc vous obtenez un tableau d'une colonne qui va contenir 10 résidus. Ces résidus s'expriment dans l'unité de la réponse qui n'est pas précisée dans la publication de MacLean et Anderson. Donc si on explicite un petit peu mieux ce qui se passe ici, voilà le vecteur des réponses mesurées que nous avions pris le temps de décrire dans l'analyse globale. Une fois qu'on a disposé des coefficients du modèle, on a le vecteur des réponses calculées. Ce coup-ci, les réponses sont proches, mais pas rigoureusement égales aux valeurs mesurées. Et ensuite, par soustraction, on observe le vecteur des résidus. Alors une hypothèse sous-jacente à la méthode des moindres carrés, c'est que les résidus sont normalement distribués, ou distribués suivant une loi normale, de moyenne égale à 0, ça c'est une propriété mathématique, la somme des résidus est nulle, et d'écart type donné, une loi normale, ça veut dire que les valeurs sont proches de la moyenne et qu'il n'y a pas de très gros écarts. Et donc la première des choses à faire lorsqu'on a le vecteur des résidus, le tableau des résidus, c'est de regarder quelles sont les valeurs qui sont éloignées de 0. Pourquoi? Parce que sur ces points-là, le modèle décrit moins bien la réalité expérimentale, puisqu'on a des valeurs positivement ou négativement un peu trop éloignées de 0. Et à mon sens, la première des choses à faire à cette étape, avant de faire des tests de loi normale, n'oubliez pas que vous n'avez que 10 valeurs, ici, la première des choses à faire, c'est tout simplement faire le nuage des résidus, ici sous la forme d'un graphique en bâton, en matérialisant sur l'axe horizontal la nature des mélanges, les sommets, les milieux d'arête, et puis les mélanges internes. Et finalement, il va falloir se poser la question suivante. Question à laquelle l'analyse mathématique ne permet pas de répondre. Que penser du modèle obtenu? Un modèle, c'est une équation, c'est un ensemble de coefficients, et puis c'est un ensemble de résidus. Doit-on accepter ce modèle? Ne doit-on pas être inquiet de résidus importants pour les 2 derniers mélanges que vous voyez situés à droite de l'écran? Eh bien, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions légitimes au travers d'autres outils. Et ces outils, on les a regroupés dans la séquence suivante que vous allez découvrir juste après, qui s'appelle l'analyse statistique. Voilà, donc merci pour votre attention pour l'analyse mathématique, et on se retrouve tout de suite dans la partie consacrée à l'analyse statistique.